Je tiens à préciser d'emblée que je ne suis pas du genre à écrire ce genre de choses sur Internet. J'ai la quarantaine bien entamée et j'utilise très peu les réseaux sociaux. Si je publie ce message, c'est uniquement parce que ma fille a trouvé une discussion similaire et me l'a envoyé en me disant « Maman, tu dois raconter ton histoire ici, les gens ont besoin de l'entendre ». Alors voilà. Excusez-moi si je ne structure pas parfaitement cela, mais je vais vous raconter les choses telles que je m'en souviens, dans les moindres détails, car c'est le genre de soirée qui reste gravé à jamais dans votre mémoire. C'était en 2003. Mes enfants étaient petits. Mon fils Marcus avait 7 ans et ma fille Reese en avait 5. Mon mari Dale était encore avec nous à ce moment-là. Nous étions une jeune famille et c'était un samedi après-midi d'août dans le centre de la Floride où nous vivions alors. Il faisait une chaleur étouffante comme toujours en Floride au mois d'août et les enfants, enfermés à l'intérieur toute la journée, étaient à bout de nerfs. Dale a suggéré de les emmener dîner chez Chuck E. Cheese pour leur faire plaisir. Fous de joie, nous avons pris le monospace et roulé une vingtaine de minutes jusqu'au restaurant le plus proche. Nous sommes arrivés vers 17h. Si vous avez déjà mis les pieds dans un Chuck E. Cheese au début des années 2000, vous savez exactement à quoi vous attendre. Un bruit infernal, des lumières clignotantes partout, un sol collant, une odeur de pizza bon marché et ce chaos si particulier qui règne lorsqu'on enferme 50 enfants dans une salle remplie de jeux arcade et de jetons. On a pris nos jetons, on a trouvé une table, on a commandé des pizzas et on a laissé les enfants se défouler, comme d'habitude. Dale et moi étions assis à table, sirotant des sodas et nous relayant pour surveiller Marcus et Reese. L'homme était déjà là à notre arrivée. Je l'avais remarqué dans les 15 premières minutes, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention au début. Il était assis seul à une table au fond, sans nourriture devant lui, sans enfants à proximité. La quarantaine environ, mince, il portait une chemise boutonnée qui semblait trop formelle pour le lieu et se contentait d'observer la salle. Je l'ai remarqué comme on remarque quelque chose d'un peu déplacé, puis je suis allé vaquer. Environ 45 minutes plus tard, Marcus est arrivé en courant à notre table et a demandé d'autres jetons. Je lui en ai donné une poignée et il est retourné en courant vers les jeux. Je l'ai regardé partir et j'ai remarqué que l'homme avait bougé. Il se tenait maintenant près du guichet d'échange des billets, plus près de l'endroit où les enfants jouaient. Toujours seul, toujours à les observer. Je l'ai signalé à Dale. Il a jeté un coup d'œil, haussé les épaules et dit que le type attendait sans doute quelqu'un. J'ai acquiescé et je me suis dit la même chose. L'homme s'est alors approché de notre table. Il s'est arrêté au bord, m'a regardé, puis a regardé Dale et a esquissé un sourire étrange en disant « Vous avez de beaux enfants ». J'ai répondu un « merci » laconique, comme on le fait pour clore la conversation. Dale lui fit un signe de tête. L'homme resta immobile un instant, planté là au bout de notre table, puis dit qu'il nous avait vus arriver, qu'il nous trouvait sympathiques et qu'il nous observait depuis notre arrivée. Je ne dis rien. Dale dit « merci mec », d'un ton qui signifiait clairement « allez-vous-en ». L'homme garda son sourire une seconde de plus, puis retourna à sa table. Dale et moi nous sommes regardés assez mal à l'aise. J'ai dit que je voulais partir. Dale a suggéré de finir la pizza et de le surveiller. J'ai accepté, car les enfants étaient contents et la pizza venait d'arriver. Je me suis dit que j'exagérais, mais l'homme continuait de se déplacer. Chaque fois que je levais les yeux, il était ailleurs, toujours plus près de Marcus et Reese. À un moment, je me suis levé pour emmener Reese aux toilettes. Quand nous sommes ressortis, il était dans le couloir, près de l'entrée. Il a regardé Reese et a dit « Elle est jolie, votre petite fille ». J'ai posé la main sur l'épaule de Reese et je suis passé devant lui sans répondre. Je suis retourné directement vers Dale et je lui ai dit que nous partions immédiatement. Dale est allé chercher Marcus pendant que je rassemblais nos affaires. J'ai jeté un coup d'œil et l'homme était retourné à sa table, nous regardant faire nos affaires. Quand nous fûmes prêts à partir et que nous nous dirigions vers la sortie, il se leva. Je le regardais par-dessus mon épaule tandis que nous sortions. Il nous suivit jusqu'à l'entrée, sans se presser, marchant tranquillement derrière nous, puis s'arrêta devant la porte et nous observa à travers la vitre pendant que nous traversions le parking. J'ai dit à Dale qu'il nous avait suivis jusqu'à la porte. Dale s'est retourné et l'a vu nous observer à travers la vitre. Sa mâchoire se crispa.
Il me dit « Emmène les enfants à la voiture, je retourne parler à un manager. » Je lui répondis « Viens à la voiture, on appellera quelqu'un de là. » Il écouta et nous sommes allés tous ensemble au Monospace. Il était garé au fond du parking, à une vingtaine de mètres de l'entrée. J'avais les clés et j'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage à environ 6 mètres du véhicule. Les gyrophares ont mis à clignoter. Marcus a couru devant, comme les enfants le font, a saisi la poignée de la porte coulissante, l'a ouverte d'un coup sec et est entré. Ce qui se passa ensuite n'a duré que 3 secondes, et je l'ai revu des milliers de fois dans ma tête. Marcus a hurlé, pas comme un enfant qui crie quand il est surpris ou qu'il joue, mais comme un enfant qui crie quand quelque chose ne va vraiment pas. Dale était à la porte en un instant, et j'ai attrapé Reese pour l'éloigner de la voiture. Un homme se trouvait dans la banquette arrière de notre Monospace. Je ne savais pas depuis combien de temps il était là, ni comment il avait pu y entrer, car j'étais certaine d'avoir verrouillé la voiture en arrivant. Il était accroupi sur la banquette arrière, une machette posée sur les genoux. Je ne vais pas tout raconter de ce qui s'est passé ensuite, car j'ai des enfants qui pourraient lire ceci un jour, et aussi parce que certains détails sont encore difficiles à exprimer pour moi. Dale n'a passé que 4 jours à l'hôpital et a subi 2 interventions. Il a une cicatrice qui part de son épaule gauche et traverse son dos, qu'il gardera toute sa vie. Il ne parle jamais de ces quelques minutes sur le parking et je ne l'ai jamais poussé à le faire. Ce que je sais, c'est que quand la police est arrivée, ils ont trouvé l'homme au sol près du Monospace et c'est Dale qui l'avait mis là. La machette était sur l'asphalte. L'homme a été arrêté le soir même. Il a paru au cours de l'enquête qu'il avait déjà commis des actes similaires par le passé. Il était connu des services de police de 2 autres comtés et avait déjà pris pour victime des familles. Une famille dans un lieu public rempli d'enfants, un samedi soir, je n'ai jamais vraiment compris ses intentions et je ne suis pas sûr de vouloir les comprendre. Mes enfants sont maintenant de jeunes adultes. Aucun d'eux n'est retourné chez Chuck E. Cheese depuis cette soirée-là, ni Dale ni moi. Marcus m'a confié il y a quelques années qu'il avait toujours du mal dans les endroits bruyants et bondés. Le bruit et les lumières clignotantes le mettent mal à l'aise, d'une manière qu'il a du mal à expliquer à ceux qui y étaient. Je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Je l'avais remarqué moins de 15 minutes après mon arrivée. Je l'avais montré à mon mari. Je l'avais observé rôder dans le bâtiment pendant plus d'1 heure, se rapprochant toujours plus d'avance de mes enfants, et j'ai failli ne pas pouvoir partir à temps. C'est ce que personne ne vous dit dans ce genre de situation. Votre instinct est généralement juste. Le problème, c'est que votre raison s'y oppose, vous disant que vous exagérez, que c'est un lieu public, que quelque chose de si grave ne se passe pas dans un Chuck E. Cheese le samedi soir. Écoutez votre intuition et partez. J'ai trouvé l'annonce un jeudi soir, assise par terre dans l'appartement de mon amie Kendra, entourée de toutes mes affaires et de 4 sacs poubelles. Je vivais chez elle depuis 11 jours après que ma précédente situation s'était rapidement et brutalement dégradée. Et malgré ma gratitude, je sentais le temps filer. Elle avait sa propre vie et je devais partir. L'annonce était sur un site immobilier local, un de ces sites rudimentaires sans faux tour ni vérification des informations. Le prix m'a tout de suite interpellé. 450 $ par mois, charges comprises, dans une ville où je cherchais une chambre en colocation pour 800 $. J'ai failli passer mon chemin, pensant à une arnaque. L'annonce était succincte. Chambre privée dans une maison résidentielle calme, femmes uniquement, maison respectueuse, personnes sérieuses uniquement. La liste des règles concernant les invités et le bruit était plus longue que le reste de l'annonce. Aucune photo. J'ai quand même envoyé un courriel, car 450 $ reste 450 $. Il a répondu en quelques minutes. Il a dit s'appeler Gerald. Il a expliqué d'emblée, sans qu'on le lui demande, que le logement était réservé aux femmes et a ajouté qu'il avait eu des problèmes par le passé avec des locataires masculins perturbateurs et irrespectueux des lieux. Il était veuf et retraité, m'a-t-il dit. Calme et réservé, il cherchait simplement un locataire responsable pour l'aider à payer les factures. Il pourrait me faire visiter la chambre le lendemain si j'étais disponible. J'en ai parlé à Kendra et elle m'a dit « Jette-y un coup d'œil avant de t'engager. » Évidemment. C'était une maison étroite à 2 étages située dans une rue résidentielle. Bien entretenue, rien d'alarmant de l'extérieur. Gerald a ouvert la porte avant même que je frappe, ce qui signifiait qu'il m'attendait.
Il avait une soixantaine d'années, était mince, avec des yeux très pâles et des cheveux blancs fins peignés à plat. Il était habillé de façon formelle pour une visite immobilière, pantalon repassé et chemise à col boutonné jusqu'en haut. Il me serra la main des deux mains et la garda un peu trop longtemps, puis sourit sans montrer ses dents. La maison était impeccable, pas clan comme on nettoie une pièce avant de la faire visiter, mais propre comme lorsque le ménage est une véritable obsession. Toutes les surfaces étaient impeccables, tout était parfaitement aligné, une légère odeur de javel flottait sous le désodorisant. Il me fit d'abord visiter les pièces communes, marchant légèrement en retrait et commentant d'une voix douce et posée. Il me montra la cuisine, le salon, où il passait le plus clair de son temps, une petite salle de bain, puis la chambre à l'étage. Elle était simple et chlore, et la porte fermait à clé. Il m'a posé des questions alors que nous étions dans la pièce. Où je travaillais, mes horaires, si j'avais de la famille à proximité. Je lui ai dit que je venais d'emménager en ville, sans trop en dire. Il a hoché la tête lentement. Il m'a demandé si des gens connaissaient déjà mon adresse, si j'avais le temps de m'installer. Je pensais que c'était juste une conversation banale. J'ai répondu que non, que j'étais encore en train de réfléchir. J'ai pris la chambre parce que j'en avais besoin et parce que le fait de voir la serrure sur la porte me rassurait plus que je n'aurais dû. Je suis arrivé un samedi, mais dès la deuxième semaine, je ne pouvais plus ignorer le pressentiment que quelque chose clochait. Il était toujours réveillé quand je rentrais, systématiquement, quelle que soit l'heure. Il était assis dans le fauteuil du salon, face à la porte d'entrée, la lampe allumée et la télévision éteinte. Il levait les yeux quand j'entrais et me disait bonsoir, sans plus. Il ne semblait jamais dormir. Je n'entendais jamais la porte de sa chambre se fermer la nuit. Mes affaires avaient bougé pendant mon absence. De petits détails, mes produits de toilette déplacés sur l'étagère de la salle de bain, ma jaquette accrochée différemment, mes chaussures tournées dans l'autre sens. Rien ne manquait, rien n'était abîmé, juste un petit quelque chose qui changeait à chaque fois que je rentrais. Il connaissait mon horaire avant même que je ne le lui dise. Il laissait mijoter le dîner les soirs où je terminais à 18h. Il remarquait comme ça que je devais être fatigué après ma longue journée de travail, même les jours où je ne l'avais pas prévenu qu'elle serait longue. Quand je lui demandais comment il le savait, il souriait et disait « Je le sens ». Je me disais que c'était un vieil homme attentif, que j'avais de la chance. Je me suis répété ça pendant 3 semaines. J'ai trouvé le carnet un mardi matin. Il était parti faire ses courses hebdomadaires et j'étais dans la cuisine en train de préparer le café. Il était sur le comptoir, à côté du réfrigérateur, pas caché du tout, juste là, comme un bloc-notes. Je l'ai pris en pensant que c'était une liste de courses. Mon nom était écrit en haut de la première page. Je suis resté dans la cuisine et je l'ai lu. Des entrées quotidiennes remontant à 5 semaines, soit 2 semaines avant même que je ne réponde à son annonce. Mon nom complet, que je ne lui avais jamais donné en entier, une description physique si détaillée qu'elle m'a donné la nausée. Mon lieu de travail, mon ancienne adresse, le nom et l'adresse de Kendra. Il m'avait étudié avant même que je ne sois pour lui que quelque chose qu'une cible. Ces notes retraçaient mes habitudes avec la précision de quelqu'un qui m'observait depuis longtemps. Le langage évoluait au fil des pages, moins d'observation, plus personnel, presque délirant, au point de me donner le vertige. Il écrivait sur moi comme si nous étions déjà ensemble, comme si je lui appartenais déjà. J'aurais dû partir sur le champ, je le sais, mais au lieu de cela, j'ai ouvert le placard au-dessus du réfrigérateur où il rangeait ses papiers divers et j'y ai trouvé 2 autres cahiers, derrière une pile de dossiers. Des noms différents sur les couvertures, même format. Le deuxième datait d'il y a 4 ans. J'ai lu le dernier. 4 mots et une date. Elle a essayé de partir. J'ai cherché son nom sur mon téléphone, là, dans sa cuisine. Affaire de personne disparue, non résolue. Dernière adresse connue, cette maison. L'affaire était au point mort. Il y en avait 2 autres lorsque j'ai cherché le 3e nom. Je suis monté à l'étage et j'ai commencé à ranger mes affaires dans mon sac aussi discrètement que possible. Je ne réfléchissais pas clairement. J'agissais selon un réflexe plus instinctif que la pensée. Je me bougeais, je sortais. J'ai fait mes bagages pendant 4 minutes à peine, puis je me suis arrêté. Il y avait une ombre sous la porte de ma chambre. Il se tenait juste dehors, dans le couloir. Je pouvais distinguer la forme de ses pieds dans l'espace sous la porte, parfaitement immobile. Il n'a pas frappé et n'a dit aucun mot. Il n'a pas bougé. Je suis resté là dans ma chambre, plongé dans un silence absolu, incapable de respirer, tandis que son ombre ne bougeait pas de l'autre côté de la porte.
Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Cela m'a paru une éternité. Je me suis mise à reculer lentement jusqu'à la fenêtre et je l'ai ouverte sans quitter des yeux l'ombre sous la porte. Je suis sorti par la fenêtre, j'ai atterri sur le toit du porche en chaussettes, puis je me suis laissé tomber dans le jardin et j'ai couru. J'ai appelé la police à 3 rues de là. Assise dans le noir sur le trottoir d'une rue inconnue, je tremblais en parlant à la régulatrice. Ils ont perquisitionné la maison cette nuit-là. Gerald a été emmené pour être interrogé. J'ai fait ma déposition et remis tout ce que j'avais photographié dans sa cuisine avant de m'enfuir. La détective avec qui j'ai parlé était professionnelle et posée et ne laissait rien transparaître au goût. Mais à la fin de notre conversation, elle m'a demandé « Est-ce que vous êtes déjà descendu à la cave pendant que vous habitiez là ?» Je lui ai dit que j'ignorais l'existence d'un sous-sol. Elle a pris des notes et n'a pas répondu. Elle m'a remercié et m'a assuré qu'elle me tiendrait au courant. C'était il y a 8 mois. L'enquête est toujours en cours et on m'a conseillé de ne pas entrer dans les détails. Gerald n'a été inculpé de rien du tout, ce qui est une horreur en soi que je vis encore tous les jours. Je ne sais toujours pas ce qu'ils ont trouvé à la cave. Je ne l'ai jamais posé directement et personne ne me l'a répondu. Je me suis interdit la réponse car j'ai le sentiment que si je le savais, je ne dormirais plus jamais. Mes amis disent toujours que si un malheur doit arriver, il y a de fortes chances qu'il m'arrive à moi. Ils disent aussi que s'il y a un pervers dans les parages, c'est moi qui finirai par en être la victime. Et il semblerait que ce soit vrai. J'ai été harcelé à plusieurs reprises, certaines se sont très mal terminées, et j'ai une malchance incroyable. Cette histoire remonte à 3 ans et j'en fais encore des cauchemars. Ma mère est venue passer une semaine chez moi, ce qui, je le savais, allait être un véritable cauchemar. Nous avons du mal à nous supporter, alors les disputes sont inévitables. Lors de sa 5e nuit ici, nous avons eu une vive discussion sur la religion qui a dégénéré dans une violente altercation. Environ 1 heure après le début des cris, le gérant de mon immeuble a frappé à ma porte. Avant même que je puisse m'excuser, ma mère intervient et m'accuse de l'avoir menacé. J'étais tellement choqué et horrifié que j'ai fait une mini-crise de panique. J'ai attrapé mes clés sur le porte-clés et je suis parti en courant. Ce n'était pas la chose la plus sage à faire, mais j'étais tellement à bout que je ne savais plus quoi faire. J'ai fini par pleurer à chaudes larmes tout en conduisant. Cela a duré par intermittence pendant environ 1 heure et 110 km. Conduire m'a toujours apaisé, alors même après avoir cessé de pleurer, j'ai continué. Environ 1 heure plus tard, j'ai aperçu une sortie pour un barrage, ce qui m'a surprise. J'habitais dans la région depuis 2 ans et j'ignorais totalement qu'il y avait un barrage si près. J'ai décidé d'aller voir, même s'il était 3 heures du matin et qu'il faisait nuit noire. Je n'étais pas encore prête à rentrer et cela me semblait une bonne distraction. Il me restait encore une 50aine de kilomètres sur une route déserte avant d'atteindre enfin le barrage. Impossible de le rater, c'était la seule lumière que j'avais vue depuis 50 kilomètres. J'ai traversé le barrage et j'ai aperçu quelques embranchements menant à des campings. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un vrai lac. Oui, je sais, barrage égale lac, mais je n'avais pas fait le rapprochement. J'ai décidé de faire demi-tour et de retourner à un petit parking que j'avais repéré près du barrage. Une fois garé, ma nuit vira au cauchemar. Je me suis garé et j'ai enchaîné les bêtises. J'ai baissé une vitre et j'ai entendu le bruit de l'eau qui frappait la rive, mais à cause de mes phares, je ne voyais pas d'où ça venait. Les moustiques étaient vraiment pénibles, alors j'ai remonté ma vitre et j'ai cherché une lampe torche sur la banquette arrière. Je savais que j'en avais une quelque part dans la voiture. Puis je me suis souvenu que je l'avais dans mon coffre. Pour la suite, n'hésitez pas à me traiter de crétin car je le suis assurément. J'ai ouvert le coffre, coupé le moteur, ouvert la portière, je suis sorti, j'ai refermé la portière, j'ai pris la lampe torche, j'ai refermé le coffre, je suis retourné à la portière et elle était verrouillée. Mes portières se déverrouillent automatiquement à l'ouverture, alors je n'ai aucune idée de comment la mienne s'est retrouvée verrouillée. Et comme une idiote, j'avais encore laissé la clé sur le contact. Je savais bien qu'elle aurait dû rester déverrouillée, alors je n'avais pas pensé à prendre la clé. Immédiatement, les larmes m'ont monté aux yeux car je savais que j'avais en plus oublié mon téléphone à l'intérieur. J'ai paniqué un instant, puis je me suis souvenu des campings que j'avais repérés et j'espérais que quelqu'un s'y trouverait peut-être avec un téléphone à me prêter. J'ai commencé à marcher, inquiet de ne pas réveiller un pauvre inconnu en pleine nuit, mais je ne voyais pas d'autre solution. Chaque camping où j'arrivais était complètement vide. Je crois en avoir vérifié une quinzaine avant de commencer à m'inquiéter sérieusement. J'avais dû marcher environ 1,5 km et sur le chemin de retour, la batterie de ma lampe torche a commencé à faiblir. J'étais à peine à moitié, je dirais, quand la panique a atteint un niveau inimaginable. Pour une raison que j'ignore, l'aire de stationnement où se trouvait ma voiture me paraissait un refuge sacré et j'ai commencé à courir.
Vous souvenez de ce que j'ai dit sur ma malchance ? Eh bien, dans ma panique et dans l'obscurité, je me suis égaré et je me suis retrouvé dans un camping sans issue, alors que j'aurais juré être encore sur la route principale. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai paniqué encore plus et je me suis retrouvé dans un autre camping. J'avais l'impression de m'enfoncer toujours plus dans la solitude et je n'entendais plus l'eau. Alors je me suis calmé et j'ai décidé de rester là où j'étais jusqu'au matin, qui, je le savais, n'allait pas tarder. Je me suis assise, j'ai enlacé mes jambes et j'ai essayé de me bercer doucement pour me calmer. Cela fonctionnait plutôt bien jusqu'à ce que je le voie. J'avais les yeux fermés en me berçant quand j'ai entendu un pas lourd. J'ai levé les yeux, visiblement surpris, et je l'ai vu à quelques mètres seulement. Il me paraissait immense, avec une carrure imposante, mais pas celle d'un joueur de football américain. Avec le recul, je suis étonné de ne pas l'avoir entendu plus tôt. Pendant une seconde, je suis resté figé, pétrifié d'horreur à haleter des mots incompréhensibles. Puis j'ai hurlé. Il lui a fallu une seconde pour franchir la distance qui nous séparait, mais je n'avais même pas eu le temps de me relever qu'il m'étranglait déjà. Pour information, je mesure 1,60 m et pèse 60 kg. Je ne suis pas maigre, mais je ne suis pas grosse non plus. À ses yeux, j'étais juste une poupée de chiffon. Je ne comprenais même pas ce qui se passait, mais il me secouait violemment par le cou et le bras. Ses mains étaient énormes, et chaque fois qu'il me saisissait et tirait, j'avais l'impression qu'il allait me briser quelque chose. Quand il a cessé, j'étais sur ses genoux, la tête pressée contre sa poitrine et une de ses jambes croisées sur moi. Il me berçait à moitié me serrait. J'étais incapable de prononcer un son, mais à chaque tentative, sa main se resserrait sur ma gorge. Je restais immobile quelques instants, puis j'ai senti sa langue sur mon cou. Il sentait la bière rance et quelque chose en décomposition. J'ai essayé de me dégager à nouveau, mais de cette fois, il m'a pincé l'œsophage entre le pouce et l'index. C'était léger au début, mais il a commencé à augmenter la pression. Quand il eut fini, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, car ce souvenir est encore difficile à raviver, mais il a commencé à me lécher, à me tripoter et à m'embrasser. C'était traumatisant, mais il n'a jamais été trop intime. J'ai renoncé à crier ou à m'enfuir, mais il continuait de m'étrangler de temps en temps. Je suis restée assise là, à sangloter, puis, chose peut-être encore plus troublante, il s'est mis à fredonner et à me bercer. Je ne saurais pas pourquoi cela m'a autant perturbé, mais cela fut le cas. Sa voix semblait plus aiguë que la normale et son fredonnement était plutôt nasal. Je ne saurais pas l'expliquer. Puis, au moment où son fredonnement devenait presque frénétique, j'ai aperçu des phares et il s'est arrêté. Au loin, on aurait dit qu'une voiture se dirigeait vers nous. Il l'a vu aussi et j'ai senti la panique m'envahir, craignant qu'il n'emmène de force quelque part, mais il ne l'a pas fait. Il m'a simplement lâché, s'est levé et est parti dans la direction opposée, vers les terrains. Sans son soutien, je reculais légèrement et je le regardais s'éloigner. Le soleil n'était pas encore levé, mais la lumière suffisait pour mieux le distinguer qu'auparavant. Il avait l'air aussi mal en point qu'il sentait mauvais. Un jean sale et informe, un sweatshirt blanc tellement taché qu'il paraissait gris-brun et des cheveux bruns mi-longs et mécoiffés. Je n'ai pas vu son visage car j'avais gardé les yeux fermés pendant tout le temps qu'il me retenait. J'ai entendu la voiture se rapprocher et je me suis levé. À une dizaine de mètres de là se trouvait ma lampe torche et l'endroit où j'étais assise. J'ai alors réalisé la distance qu'il m'avait fait parcourir en me traînant comme une poupée. J'apercevais les phares de la voiture à travers les terrains, mais soudain ils ont tourné à gauche et la panique m'a de nouveau envahi. J'avais peur qu'ils reviennent s'ils constataient que la voiture ne s'approchait pas de cet emplacement de camping. J'ai commencé à courir. Je ne me souciais même plus de rester sur un chemin ou une route du moment que je voyais encore la voiture. Je me suis rattrapé à quelques buissons et j'ai eu des égratignures en tombant plusieurs fois, mais je n'ai même pas senti la douleur. J'étais tellement désespéré pour m'en soucier. Le temps me paraissait une éternité et je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mais j'ai fini par être assez près de la voiture pour que le couple à l'intérieur me remarque. Ils se sont arrêtés et l'homme est sorti. Je me souviens être resté sans voix pendant un long moment avant de hurler après ce pauvre homme. Avant même que je puisse raconter ce qui s'était passé, sa compagne avait déjà appelé la police. Tout ce qui a suivi me paraît flou. Le couple m'a conduit au parking, comme la police me l'avait indiqué, au cas où l'homme serait encore dans les parages. Les agents du shérif sont arrivés, ont pris ma déposition, m'ont emmené au poste le plus proche, m'ont demandé une autre déposition, m'ont examiné pour vérifier s'il y avait des preuves, ont appelé ma mère et ont contacté les pompiers pour qu'ils ouvrent ma voiture. Au moment même où ma mère et mon ami arrivaient au poste, la voiture du shérif s'est arrêtée et l'homme se trouvait à l'arrière. On m'a aussitôt fait entrer à l'intérieur et m'a demandé de l'identifier formellement. C'était loin d'être comme dans les films. Ils me l'ont littéralement amené et m'ont demandé « C'est lui ?» J'étais encore très perturbé émotionnellement, mais c'est ainsi que cela s'est passé. Quand j'ai levé les yeux vers lui, il évitait mon regard. Il avait l'air honteux, confus et étrangement vulnérable. Puis ses yeux se remplirent de larmes.
Je savais qu'il avait un problème psychologique et bizarrement, j'ai éprouvé une certaine compassion pour lui. J'ai confirmé qu'il s'agissait bien de lui, mais ensuite, tellement inquiète pour lui, je leur ai demandé « Qu'est-ce qu'il va lui arriver ?» C'est là que j'ai perdu toute compassion. Il était effectivement instable mentalement, comme je l'ai découvert, mais en plus, il était un délinquant sexuel condamné. Franchement, j'ai eu de la chance, vu ce qui aurait pu m'arriver. Avec le recul, cela ressemble davantage à un rêve ou à un cauchemar. Ma mère et mon ami sont venus me chercher avec ma voiture, et plutôt que de rester coincé avec ma mère, j'ai préféré la laisser conduire et rentrer avec mon ami. Pendant tout le trajet, elle n'a cessé de me questionner, mais j'étais incapable d'en parler. Je n'aime toujours pas en parler et je refuse catégoriquement de retourner camper. Je suis aussi extrêmement paranoïaque et je dois absolument avoir mes clés sur moi quand je sors de ma voiture. Ce n'est pas une paranoïa amusante, c'est devenu une véritable compulsion. Je vérifie constamment que je les ai. Il me faut généralement vérifier 3 fois pour être sûr. Quant à lui, il a été admis dans un hôpital psychiatrique et j'espère vraiment qu'il y restera.